Alors, poursuivons avec notre société, avec marché donc. Le revenu citoyen remet en question la centralité du travail et la centralité de la croissance dans nos économies. Le but de la vie n'est pas de travailler, mais d'être créatif, de s'émanciper. Le travail peut émanciper, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est loin d'être toujours le cas. Dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Le revenu citoyen, c'est la liberté pour chacun de travailler, le cas échéant, et à son rythme. Nous n'avons pas à gagner notre vie, nous l'avons déjà, comme disait Boris Vian. Le revenu citoyen favorise la contribution bénévole à la création de richesses sociales non marchandes. Le chômage cesse d'être un problème social, la croissance cesse d'être un objectif social. Croissance et décroissance sont ciblées et recherchées en fonction exclusivement du bien-vivre commun, de l'écologie commune. En accompagnement du revenu citoyen, nous devons nécessairement mettre en place ce que nous appelons, nous, Esprit Libre, une fiscalité d'utilité publique. C'est-à-dire une fiscalité qui tient compte autant des qualités que des quantités, autant de la recherche du bien public que des quantités produites. Les esprits libres discernent ce qui dépend du marché, offre-demande, de ce qui en dépend partiellement et de ce qui n'en dépend pas du tout. Ils mettent en place donc cette fiscalité d'utilité publique, fusionnant la CSG progressive et l'impôt personnalisé à la source sur les revenus et tenant compte des qualités autant que des quantités. Ce, à l'avantage du commerce de proximité, de l'artisanat, de la petite entreprise, de l'agriculture écologique, de la petite exploitation, de la recherche, de la santé, de la culture, de la qualité de la vie et des produits écologiques. Le revenu citoyen introduit donc dans la société, et c'est donc une refondation sociale générale, la centralité de la créativité et de l'écologie, à la place donc de la centralité du travail, de la croissance, de la lutte de classe, que sais-je. Le revenu citoyen reconnaît de fait la créativité, le bénévolat, l'engagement associatif de chacun. Le revenu citoyen nous sort du productivisme. Le revenu citoyen permet d'en finir avec le rêve fou de la politique du plein emploi qui ne se réalise jamais et qui voit impuissante le chômage monter. Il s'agit au contraire de supprimer chaque fois que c'est possible les travaux inutiles et aliénants en remplaçant l'homme par des machines. Chaque fois que les idiots du plein emploi créeront 10 des emplois aidés et inutiles, le génie humain fabriquera une machine qui fera disparaître heureusement 1000 emplois. C'est l'avantage du tracteur sur la bête de trait, et c'est heureux. Il s'agit de sortir de la centralité du travail, de sortir du travail précaire, de sortir de la recherche imbécile de la croissance qui détruit l'humanité, la croissance à tout prix, sans discernement, de respecter l'humain en sortant de l'homo economicus, conçu uniquement comme un travailleur, salarié et consommateur, un accessoire du marché. Il s'agit de sauver l'humanité et de préserver la planète et sa nature par l'écologie contre le productivisme et la pollution. Le revenu citoyen remet en cause le monopole du travail, du capital et de l'assistanat dans la distribution des revenus en introduisant une part citoyenne, libertaire, commune, ne dépendant pas du marché. Vous allez me dire, mais alors, ce revenu citoyen-là, en quelque sorte, il dévalorise la valeur travail. Non,
c'est tout le contraire. Le revenu citoyen respecte la valeur du travail. Ce qu'il ne respecte pas, c'est la valeur travail comme organisatrice de nos vies. Mais la valeur du travail, oui, bien sûr. Contrairement à une idée reçue, le revenu citoyen proposé par les esprits libres revalorise le travail effectué et n'encourage nullement à la paresse. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, prenons un travailleur qui va faire un SMIC, il fait ses 35 heures, il est au SMIC, il touche 1150 € par mois. Bon. Et puis prenons l'exemple d'une personne qui est chômeur. Ah ben, bon an, mal an, le chômeur avec les aides sociales va avoir entre 400 et 600 € en restant chez lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail, 35 heures par semaine au SMIC, rapporte concrètement 500 € par 1100. Puisque si vous restiez chez vous, vous auriez entre 4 et 600, disons 500. En allant travailler, vous avez 1100, c'est bien que vous avez gagné 600 de plus que celui qui est resté chez lui. Et vous avez perdu 35 heures. Ça veut dire que vous êtes payé 600 € pour aller faire un travail de 35 heures au SMIC. C'est bien ça. Ben, c'est lamentable. Avec le revenu citoyen, c'est très différent. Nous reprenons nos deux personnes, celles qui travaillent, celles qui ne travaillent pas. Celui qui ne travaille pas, il a ses 900 € de base. Celui qui travaille, il a aussi ses 900 € de base. Mais quand il va faire son SMIC à 35 heures, il a 1100 € de plus. Il a 2000 € lui dans la poche à la fin du mois. Et donc il a gagné 1100 € de plus que celui qui est resté chez lui. Le travail a été pris en compte et justement rémunéré. Et là, c'est la justice absolue. La valeur du travail est tout à fait respectée, considérée autrement plus qu'aujourd'hui, où on crée des divisions entre les citoyens parce qu'il est quelquefois plus intéressant, et c'est vrai, de bénéficier de l'assistanat plutôt que d'aller se faire exploiter pour une misère. Et c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait compréhensible que les gens préfèrent ne pas aller travailler. Moi, je dis qu'ils ont raison. Mais évidemment, celui qui va travailler se fait exploiter bassement. Donc, vous voyez que dans nos exemples, la valeur du travail est respectée par le revenu citoyen. La différence entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas, c'est l'intégralité du salaire donc, qui s'ajoute au revenu citoyen. Le revenu citoyen constitue une meilleure et juste revalorisation du travail et un plus grand écart de revenus entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, donc l'écart est de 600 € ou 500 € entre celui qui reste chez lui et celui qui travaille. Demain, l'écart passe à 1100 € si on est dans les mêmes conditions. En fait, l'écart sera moindre parce que nous associons notre mise en place du revenu citoyen évidemment à un partage du travail et à une réduction du taux horaire, bien évidemment. La proposition si vous voulez, est éclairée par le fait de qui gagne et qui perd à ce revenu citoyen. Alors, on peut voir ça simplement d'un point de vue fiscal, et on peut voir ça aussi d'un point de vue existentiel. D'un point de vue existentiel, la société dans son ensemble et tous les citoyens gagnent considérablement à la mise en place du revenu citoyen, bien évidemment. D'un point de vue fiscal, évidemment, ceux qui sont aujourd'hui en deçà du seuil de pauvreté, ils gagnent considérablement. Ils se hissent au seuil de pauvreté. Tous ceux qui sont entre 960 € et 1600 € vont y gagner considérablement également. Ceux qui sont au niveau du revenu médian et jusqu'au revenu moyen, c'est-à-dire entre 1600 et 2200-2300 €, vont y gagner également en argent, en revenus, mais aussi en temps, on va le voir.
Ceux qui sont au niveau du revenu moyen, 2300 € et jusqu'à 4000 € ne vont pas gagner en argent, mais vont gagner du temps. Et c'est ceux qui sont au-delà de 4000 € par mois, qui eux vont gagner en temps, bien sûr, vont gagner socialement, mais vont y perdre du point de vue fiscal. Tout du moins dans un premier temps, parce que, évidemment, cela ne tient pas compte des effets positifs sur la société, sur l'économie, sur la santé, sur l'éducation, des effets positifs donc du revenu citoyen. Voilà un petit peu l'éclairage que je veux vous donner. La mise en place du revenu citoyen permet de passer à la semaine de 24 heures. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réduire le temps du travail très facilement. On ne peut pas passer de 32 heures de 35 heures à 32 heures, parce qu'il va y avoir des pertes salariales, et comme les gens sont un peu atteints à la fin du mois avec difficulté, on ne peut pas leur dire, bon ben oui, vous travaillez plus que 35 heures, voire 25 heures, voire 24 heures, comme on le propose. Non, voire 15 heures par semaine. Non, ils n'auraient pas assez d'argent. En donnant 900 € à chacun, vous pouvez, bien sûr, passer à 24 heures par semaine. Il n'y aura pas de perte de revenus. Il y aura une perte de salaire venant du salaire, puisqu'on sera payé 24 heures. Mais il n'y aura pas de perte de revenus, puisque vous aurez 960 € supplémentaires. Le revenu citoyen. Donc vous pouvez le faire. Dans un premier temps, immédiatement, dès que l'on met en place le revenu citoyen, et il se met en place immédiatement sans transition, et bien évidemment, le pauvre candidat qui à la présidentielle a proposé un processus de transition en gardant toute l'usine à gaz, vous avez vu comme sa proposition s'est évaporée. Non, on met en place le revenu citoyen et immédiatement, tous les salaires au SMIC et tous les salaires à des postes, tous les emplois pénibles passent à 24 heures par semaine. De façon à libérer 4 jours pour ceux qui sont au SMIC et pour ceux qui sont dans les emplois difficiles, 4 jours par semaine, de façon à ce qu'ils se reforment, de façon à ce qu'ils puissent disposer de l'éducation pour se reconvertir dans le processus social. 24 heures par semaine, donc immédiatement pour les bas salaires et pour les travaux pénibles. Et sur une année, passage immédiatement aux 32 heures pour tous les autres et progressivement à 24 heures avec une année de transition. Au bout d'un an de mise en place du revenu citoyen, le taux légal est de 24 heures par semaine pour tout le monde. Ça veut dire que tous ceux qui sont en deçà du revenu, non pas médian, mais moyen, vont être gagnants du point de vue fiscal. Ça veut dire que ceux qui sont au-delà ne seront pas perdants, auront un salaire stable, mais avec évidemment 4 jours de disponibilité et ils ne travailleront plus que 24 heures par semaine. Ça veut dire aussi, la conséquence, c'est que le chômage disparaît immédiatement. Parce que si tous les travaux passent à 24 heures par semaine, alors que c'est à 35 heures aujourd'hui, vous imaginez que l'on peut créer énormément d'emplois. L'on peut partager le travail. Un poste de travail aujourd'hui va devenir 2 postes de travail demain. On n'aura pas du tout peur non plus de la flexi-sécurité. Les employeurs pourront effectivement plus facilement licencier, enfin ce ne sera pas du tout un problème. En fait, les travailleurs vont devoir être plus offrants. Les employeurs vont devoir être plus offrants vis-à-vis des travailleurs parce que on aura un plein emploi qui de fait ne sera pas l'objectif social recherché, mais sera socialement trouvé, de fait, si on partage très largement le temps du travail. Donc 24 heures pour tous, et ce sera déjà énorme, et tout ça ne signifie pas qu'il faudra s'arrêter là. Il faudra diminuer autant qu'on le peut, faire remplacer l'homme par les machines pour tous les travaux aliénants et pénibles, et sans jamais même avoir l'idée de taxer les robots, qui est une
mauvaise idée, parce que nous sommes en France en retard en matière de robotisation, parce que il n'est pas normal de taxer plus une entreprise qui a un seul robot, qui a deux robots par rapport à une entreprise qui n'en aurait qu'un seul. Si celle qui a un robot fait plus de bénéfices, il est normal que ce soit elle qui soit la plus taxée, non pas celle qui a le plus de robots. Donc cette taxe sur les robots est une véritable aberration. Et nous verrons comment on finance notre revenu citoyen dans un instant.